Tout de suite, le journal. Informez-vous avec iBurst Africa, Internet sérieux. C'est dans les grands moments qu'on connaît les grands hommes. N'oubliez pas d'utiliser le préservatif. Message du PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Dossier subornation des témoins dans le cadre du procès Jean-Pierre Bemba. Les avocats des principaux prévenus se préparent à demander une mise en liberté provisoire en attendant la comparution prévue au mois d'avril 2014. Top Congo FM. Eugène Diomi Dongala en détention. Ses proches craignent pour sa santé. Vous les écouterez dans cette édition d'information. Top Congo FM. Gouvernement de cohésion nationale. L'opposition s'impatiente, la majorité appelle à la patience. Top Congo FM. Clôture des pourparlers de Kampala, la signature des déclarations marquant la fin de 12 mois de discussions entre gouvernement et M23 continue de susciter des réactions pour les FAC. Le gouvernement congolais s'est fait rouler dans la boue, ce que rejette la majorité présidentielle. Top Congo FM. Et puis, épidémie de choléra dans le Sud Kivu en voie d'être maîtrisée. Le ministre provincial de la Santé publique affirme que des cas diminuent sensiblement, surtout à Bukavu, la ville la plus touchée. Voilà pour le sommaire. Le journal d'information avec Eric Ambago. Bonjour, les avocats de Fidel Babala, Jean Kabongo et Meki Lolo sont en train de se préparer pour demander une mise en liberté provisoire pour leurs clients. C'est dans le cadre de l'affaire subornation des témoins, dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Confirmation avec Jean-Jacques Bungani, il est le représentant du MLC en Belgique. Le procès qui concerne Fidel Babala et Meki Lolo, Jean-Jacques Kabongo et Jean-Pierre Bemba ne s'est pas arrêté, du moins après que les prévenus, dans le cadre de cette deuxième instruction, ont été identifiés par la Cour. Maintenant, les avocats des principaux prévenus vont déposer des mises en liberté provisoires. Parce que l'affaire sera débattue qu'en avril 2014. Le temps nécessaire pour que les différentes personnes puissent prendre connaissance du dossier du procureur. Il est totalement inadmissible au regard de la défense de Fidel Babala, de Meki Lolo et de Jean-Jacques Kabongo qu'entre-temps, ces personnes puissent rester encore à la CPI, d'autant qu'il s'agit d'une plainte au niveau administratif de subornation de témoins. Et nous apprenons aussi que le procureur ne serait pas lui aussi blanc dans cette affaire. Oui, effectivement. Donc, vous savez que Maître Flamme, avocat de Jean-Jacques Kabongo, avait clairement déposé en disant que le procureur était elle-même intéressée dans l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba, Fidel Babala et Jean-Jacques Kabongo, parce que il y aurait une lettre écrite par un des témoins engageant 21 autres témoins de l'accusation qui réclament de l'argent au procureur. Si ce courrier est véridique, si la requête de Maître Flamme est introduite, cela pourra changer vraiment les donnes au niveau du procès principal qui concerne Jean-Pierre Bemba et de l'instruction subsidiaire qui concerne les 3 autres personnes appréhendées pour subornation de témoins. Jean-Jacques Bungani, le représentant du MLC en Belgique. Eugène Diomi Dongala, toujours en détention. Ses proches se disent extrêmement préoccupés par l'état de santé du président de la démocratie chrétienne. Patricia Doumi est l'épouse de Diomi Dongala. Il y a 3 décisions de la Cour suprême, l'enseignant en résidence, qui sont ignorées. Il y a un état de santé qui a été reconnu grave. Le directeur de la prison a déjà signé son bulletin de transfert, mais depuis 1 mois et demi, il n'est pas transféré dans un hôpital. Je constate d'un côté que des engagements sont pris au plus haut niveau pour la libération des prisonniers politiques, dont Diomi Dongala, Coutinho, les détenus de l'ADC comme M. Verdict, M. Salone et sa mère. Donc en ce qui vous concerne, la grâce présidentielle ne concerne pas Eugène Diomi Dongala. D'abord, ce qu'il fallait faire, c'était un classement sans suite, parce qu'il faut être précis dans les terminologies juridiques. La grâce concerne des personnes qui ont été jugées. Diomi Dongala n'a pas été jugé, il peut être amnistié ou tout simplement relâché parce qu'il n'a rien commis.
Patricia Diomi, l'épouse du président de la démocratie chrétienne. Et on parle de la lutte contre la cybercriminalité et la gestion du point CD qui avait posé problème il y a quelques semaines et de la régulation. La RDC va bénéficier de l'expérience de l'Égypte ainsi que de ICANN, la structure en charge de l'attribution des noms des domaines. C'est le résultat de la participation remarquée du ministre des Pétentique, Trifonkin Kemulumba, au 17e forum sur les TIC en Égypte. Le patron des télécoms l'a déclaré à son retour à Kinshasa. Il faut développer les échanges entre pays du Sud. Il faut aller puiser les expériences dans les pays qui ressemblent aux nôtres. Et s'agissant de l'Égypte, qui connaît par exemple les mêmes problèmes de Box comme nous, qui connaît les mêmes problèmes de criminalité digitale comme nous, qui fait face aux mêmes enjeux en ce qui concerne la régulation, eh bien c'est une expérience inouïe. Et il se trouve justement que s'agissant de cette rencontre, spécialement si vous voulez en ce qui concerne les questions qui se posent chez nous, comme la question liée au point CD, eh bien, voilà une visite qui m'a permis d'être en contact avec le président et le CEO d'ICANN, l'institution planétaire qui s'occupe justement d'attribuer les noms de domaine. J'ai également eu à parler avec le chef de la régulation là-bas. Loin de toute modestie, le Congo a trouvé à cet événement la place qui lui revient parce que nous étions au centre de toutes les sollicitations. Même l'importance qu'on vous donne lors des grands événements comme le gala, eh bien vous êtes au centre. Et tout ça fait honneur à notre président, Joseph Kabila, dont les succès sont suivis au niveau du continent, comme bien entendu au niveau planétaire. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Des réactions après signature des déclarations marquant la fin des discussions M23 gouvernement à Kampala en Ouganda. Pour les forces acquises de changement, le gouvernement congolais s'est fait rouler dans la boue en prenant l'engagement d'exécuter les 11 points négociés entre les deux délégations. Martin Fayoulou est coordonnateur des forces acquises de changement. Quand vous lisez dans les communiqués finaux conjoints, il est dit ceci, les deux déclarations prises ensemble, c'est-à-dire la déclaration du gouvernement congolais et la déclaration du M23, donc ces deux déclarations couvrent les 11 points négociés et convenus par les gouvernements de la RDC et la M23. En résumé, les 11 points sont, ils citent tous les 11 points. L'amnistie, dispositions transitoires, libération des membres du M23, démobilisation, retour des réfugiés, création d'une commission chargée de la question des biens spoliés, réconciliation nationale. Donc les 11 points que le Parlement avait rejetés, les 11 points que le peuple congolais avait rejetés et le gouvernement congolais vient de les accepter. Simplement parce que le gouvernement pense que le peuple congolais est naïf. Donc le gouvernement a utilisé des moyens de diversion pour distraire le peuple congolais et maintenant il lui fait avaler la pilule amère. Donc nous disons au FAC que c'est une trahison pure et simple du peuple congolais. Et le M23 aujourd'hui, c'est le vainqueur. Le M23 qui a été défait militairement, comment est-ce que le M23 peut revenir? Et le M23 fera partie d'un comité, d'un mécanisme conjoint qu'on mettra en place pour le suivi de l'accord du 23 mars 2009. Ce que le gouvernement a fait, il a remis en selle l'accord du 23 mars 2009, l'accord qui a été décrié
par le peuple congolais. Martin Fayoulou, le coordonnateur des forces acquises au changement du côté de la majorité, l'on indique que c'est plutôt le gouvernement congolais qui est sorti gagnant à la clôture de ces pourparlers. Luzanga Chamandevou est porte-parole de la majorité présidentielle. Ce qui reste encore de l'opposition, ils voulaient voir la guerre s'éterniser. C'était pour eux une occasion de nous rentrer dedans tout le temps. Donc il ne fallait pas que la guerre finisse. Et c'est normal, ils sont logiques avec eux-mêmes. Ce qui a été signé à Nairobi, mais moi je crois sincèrement que c'est une victoire éclatante, une victoire de 3 dimensions. La victoire militaire, c'est ça qui nous intéresse. C'est la victoire militaire, c'est savoir que sur notre sol, il n'y a plus d'un mètre carré de la République démocratique du Congo entre les mains de qui que ce soit. Et diplomatiquement, aujourd'hui, on commence à entendre la voix de la République démocratique du Congo, on commence à nous comprendre, on commence à nous donner raison, et sur le plan politique, nous avons exigé et obtenu que le M23 fasse une déclaration de fait. C'est ce que nous avons obtenu. Le M23 n'a pas demandé autre chose. Mais il faut comprendre que nous sommes, le gouvernement de la République est respectueux des engagements. Nous avons pris des engagements. Des engagements quant au sort de compatriotes qui ont pris des armes contre la République. D'abord, rien de dire, comme ça nous avons gagné. Sébastien Luzanga Chamandevou, le porte-parole de la majorité présidentielle qui réagissait à la signature des déclarations marquant la fin des discussions M23 gouvernement à Kampala en Ouganda pour favoriser la paix à l'est du Congo. Kinshasa met la paix n'est toujours pas de retour dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Plusieurs villages ont été pillés par des hommes non autrement identifiés. La société civile locale lance un cri d'alarme et appelle les autorités à bien équiper les forces de l'ordre pour sécuriser la population. Jean-Claude Babazé est président de la société civile du territoire de Rutshuru. Il n'y a pas vraiment d'amélioration comme telle, mais sinon, c'est quelques jours, c'est vrai, il n'y a pas eu de morts, mais on enregistre encore quelques cas de pillage, quelques cas d'extorsion de téléphone, par-ci par-là, et donc il y a encore vraiment quelques récidives, quoi. Est-ce que les populations ont accès libre à leurs activités champêtres? Ah oui, l'accès est libre, il n'y a pas de problème, mais sauf que donc ils travaillent pas tard dans la soirée parce qu'il faut rentrer un peu tôt, de peur de rencontrer certains bandits, parce qu'il y a encore des cas isolés qu'on ne sait pas contrôler. Il y a des militaires, des militaires il y en a partout. Quand on est en train de voir la présence de forces régulières. Et à notre niveau, on est en train toujours de faire un plaidoyer auprès du commandant du régiment qui est en place. On est en train de faire aussi un plaidoyer auprès de la police pour renforcer la sécurité, déployer des policiers, parce qu'on a compris que non seulement l'effectif des policiers n'est pas suffisant, mais aussi les policiers ne sont pas équipés. Et donc on est en train de faire vraiment un plaidoyer pour qu'on renforce l'équipe de la police et l'armée pour bien sécuriser ces territoires. Des propos recueillis par Walter Kouy. Par contre, dans la province du Bas-Congo, on annonce la stabilisation de la situation sécuritaire. Une dizaine de bandits appelés Kuluna vient d'être arrêtés par les services de sécurité à Kizavouete et à Matadi. La société civile se félicite de cette opération et rassure qu'elle va contribuer à l'arrestation de ces bandits. Valentin Vangui est président de la société civile du Bas-Congo. Le gouverneur s'est personnellement engagé avec ses comités de sécurité. Ils ont réduit la vigilance, que ce soit au niveau de la province de Matadi ou au niveau de Sekebanda avec une dambouette. Et donc, un travail de fond est en train d'être fait là-bas. On est en train de maîtriser ces insurgés. Et là, voilà. Donc, de plus en plus, c'est vrai que les postes de résistance sont là, mais il y a quand même un engagement de la part des autorités provinciales. À ce jour, quelques bandits ont déjà été arrêtés? Oui, ce qu'on a arrêté au niveau de Tinzamboueti, oui, au niveau des Matadi aussi, il y a un groupe de gens aussi qu'on a arrêtés. Donc vraiment, il y a une forte mobilisation des autorités à propos de ça. Ceux qui on a arrêté la semaine passée au niveau de Tinzamboueti, ils sont au nombre de 8. À Matadi, j'ai appris que c'est 4 ou 5, mais en tout cas, le travail
c'est fait normalement, c'est très bien. L'orientation que j'ai donnée à tous mes répondants au niveau des chefs territoires des villes, même au niveau des Matadi, pour dire qu'ils doivent travailler en collaboration avec la police pour essayer de dénoncer et signaler là où il y a des poches, des foyers de rétention de ces gens, pour qu'ils soient dissuadés. En tout cas, il y a une franche collaboration et on fait notre travail de sensibilisation. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Formation du gouvernement de cohésion nationale. La patience gagne l'opposition. Cela fait près de 2 mois que le chef de l'État avait annoncé la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale composé de la majorité de l'opposition et de la société civile. L'opposition qui s'inquiète de la lenteur observée indique attendre un signal fort du chef de l'État avant de se réunir pour désigner ses candidats. Lumea Doumalegui est député de l'opposition. Il n'y a pas eu rencontre au niveau de l'opposition, à part celle au cours de laquelle le président du Sénat a fait une communication à travers le professeur Bongongo. Donc depuis lors, il n'y a pas eu une autre rencontre. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que l'on puisse vous contacter avant de vous réunir pour choisir vos candidats? Pour choisir les candidats, nous devons nous réunir autour du président Kengo. Parce que c'est lui qui chapeaute au moins l'aile de l'opposition qui a participé aux concertations nationales. Donc, tout doit se faire au moins sous sa direction. Jusque-là, rien n'a été fait. À cette aile est aussi associée l'opposition extra-parlementaire? Oui, l'opposition extra-parlementaire est associée à cette aile qui accepte Kengo comme leader. Lumea Doumalegui, député de l'opposition. Du côté de la majorité, on appelle à la patience. Le chef de l'État respectera sa promesse. Francis Kalombo est député de la majorité. Écoutez, le mot clochardisé n'a pas de sens et n'a pas sa place aussi quant à la formation d'un gouvernement. Et l'opposition doit savoir une chose, le chef de l'État n'avait pas donné des dates en ce qui concerne la sortie du nouveau gouvernement. Et ils doivent se référer en Allemagne. Ça fait plus de 3 mois qu'il y a eu élection en Allemagne. L'Allemagne est restée sans gouvernement, tout simplement parce qu'il fallait attendre. Et les gens ont attendu. On n'a jamais parlé de l'Allemagne clochardisée. Et l'Allemagne a fonctionné. Et on ne veut même pas parler de la Belgique qui est restée des années. Plus de 500 et quelques jours sans gouvernement. Donc le problème ici, ce n'est même pas un problème des individus. Si c'est parler d'un gouvernement tel qu'il parle, c'est parler des individus qui doivent marcher. Nous avons un gouvernement de la République qui n'est pas démissionnaire. Les accords ont dit qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais on ne dit pas que l'actuel gouvernement est démissionnaire. Voilà pourquoi le gouvernement travaille et nous fonctionnons. Et les vacances, c'est un droit. Donc on ne doit pas refuser à quelqu'un d'aller en vacances parce qu'il y aura un nouveau gouvernement. Nous sommes dans quel pays et c'est quelle façon de faire travailler les gens. Le corps a ses raisons de travailler et le corps a besoin de vacances aussi et de repos. Mais la situation que traverse l'Allemagne ou la Belgique n'est pas celle de la RDC avec tout ce que nous avons comme difficultés financières. Mais justement, nous au moins nous avons un gouvernement. Nous avons un gouvernement qui fonctionne, qui n'a rien à voir avec un gouvernement comme nous avons le cas en Allemagne où il y a eu élection et il fallait maintenant un nouveau gouvernement et le nouveau gouvernement a mis 2 mois. Et vous le savez, mais au Congo il y a élection, il y a un gouvernement, il y a une majorité, il y a un gouvernement qui fonctionne. Alors quoi de problème? On a simplement annoncé qu'il y aura un nouveau gouvernement, mais les gens doivent attendre puisque la date n'avait pas été donnée. Francis Kalombo, député de la majorité. Coulage des recettes publiques dans la province du Katanga. Plus de 3 milliards de dollars ont été coulés dans cette région. Le député national Emery Okunji, qui dénonce cette situation, on appelle à l'implication du procureur général de la République pour traquer les auteurs de cette fraude. Emery Okunji. Le parquet général de la République, lorsque vous prenez les prévisions budgétaires de la DGDA pour 2011, 2012 et 2013, vous constaterez que la DGDA fait des prévisions de l'ordre de 155 millions de dollars américains à mobiliser pour le trésor public. Et la mission Nyandou,
que pour 11 entreprises en amende et pénalité, ils doivent dans la DGDA et ces entreprises doivent dans la DGDA un montant de 741 millions de dollars américains. Et donc, si la mission n'avait pas été brutalement rappelée par Madame la ministre de la Justice, la mission allait auditionner 263 entreprises qui doivent à la DGDA en amende des pénalités. Et donc, sur les 263 entreprises, la DGDA devait encaisser un montant de l'ordre de 2 milliards de dollars américains, à peu près 3 milliards de dollars américains. Et donc, vous voyez que c'est qu'à la DGDA. Et donc, vous-même, vous constatez avec moi qu'il y a des gens qui sont en train de détourner de l'argent de l'État. Comment, mon cher ami, ne pas crier au scandale face à des détournements aussi monstres? Comment ne pouvons-nous pas nous révolter devant une volonté aussi manifeste de procéder au coulage des recettes de l'État? Vous êtes déjà en vacances, vous n'avez pas pris soin de saisir le procureur général de la République ou même saisir le bureau de l'Assemblée nationale afin de créer une commission pour éclaircir le dossier? Le parquet général de la République a déjà effectué une mission et il a remis en bonne et due forme un rapport. Nous ne comprenons pas pourquoi Madame la ministre a rappelé cette mission qui était en train de faire son travail correctement à Lubumbashi. Vous avez suivi le coup de gueule du député de l'opposition, Emery Okunji. La RDC fait face à un déficit énergétique en raison de la faible fourniture de l'énergie électrique par rapport à une demande de plus en plus croissante. Pour voir comment augmenter les capacités du barrage hydroélectrique d'Inga, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo se rend sur le site depuis ce matin avec une délégation de l'USAID. On va être spécial dans la province du Bas-Congo. Cyril Milandou nous donne les détails de la préparation de cette visite. La RDC dispose d'un potentiel hydroélectrique unique en Afrique. Ces ressources hydroélectriques sont estimées à 100 000 MW, soit plus du tiers du potentiel africain. Près de la moitié de ces capacités de production énergétique est concentrée sur le seul site d'Inga. Pourtant, 9% de la population congolaise seulement a accès à l'électricité, 35% dans les villes et 1% dans les espaces ruraux. La RDC fait face à un déficit énergétique en raison de la faible fourniture de l'énergie électrique par rapport à une demande de plus en plus croissante provenant principalement des opérateurs miniers en plus de celle des ménages. C'est ce que disait le Premier ministre Augustin Matata Ponyo le 9 octobre dernier à Chicago aux États-Unis lors du sommet US-Africa Business, avant de conclure que cette situation, conséquence d'une demande en forte croissance de la vétusté du réseau de production et de distribution, préoccupe le gouvernement congolais. Ainsi, une série d'actions est entreprise. Le projet du Grand Inga, dont Inga 3 représente la première tranche, constitue une priorité afin de relever ces défis énergétiques. À ce jour, la puissance électrique installée en RDC de 2500 MW, dont 97 d'origine hydraulique. Mais la demande énergétique atteindra 3500 MW en 2020. Depuis la cité d'Inga, Cyril Milando pour Top Congo FM. Les populations de la province du Bas-Congo, notamment ceux habitant autour de la route nationale numéro 1, Boma-Matadi-Manda, se prennent en charge. Ces populations érigent des dodanes pour prévenir des cas d'accident. La société civile de Sekebanza s'insurge contre cette démarche et appelle la Commission nationale de prévention routière à se saisir de ce dossier. Nemi Lumbuku est président de la société civile de Sekebanza dans la province du Bas-Congo. Chacun devant sa maison, comme il est au bord de la route, il se réveille le matin, il met les dos d'âne pour dire que c'est pour la sécurité de ces enfants qui, à chaque fois le véhicule passe, ils écrasent les enfants, alors que c'est au service de prévention routière qui devait mettre des dos d'âne et des panneaux de signalisation. Là, ça devient une insécurité pour les usagers de la route. Est-ce que les autorités sont au courant de cette situation? Non, en fait, c'est ce que nous décrions maintenant. Nous sommes en train d'appeler les autorités, entre autres le ministre des Transports et voies de communication, que ce soit celui de la province et le ministre national,
d'instruire ses services afin de faire son travail. Pour les tronçons Kinshasa-Matadi, ils ont mis des panneaux et des dodanes à des endroits précis où la population peut être en danger dans des agglomérations. Mais pour les tronçons Matadi, Boma et Mwanda, il y a plus de 47 dodanes que la population, c'est seulement eux-mêmes la population qui ont mis ça. Et dans des endroits qui ne sont pas appropriés et ce qui crée l'insécurité pour les usagers de la route, maintenant les automobilistes. Est-ce qu'il y a eu les cas de décès pour que la population puisse adopter cette attitude? Bon, en fait, c'est pour dire que c'est par rapport aux morts, non. Il y a certaines personnes qui se réveillent le matin, lui-même devant sa maison, il met ça alors qu'il n'y a eu même pas un cas d'accident. Alors que les automobilistes, pour voir qu'il doit y avoir un panneau de signalisation. Et c'est le service national de prévention routière qui est habilité à faire ce travail. Parce que quand on met un dodan, ce dodan, on doit aussi mettre un panneau de signalisation aux usagers de la route pour savoir qu'à tel niveau, à tel endroit, il y a ce dodan-là. Et le président de la Commission nationale de prévention routière s'oppose à la démarche entreprise par les populations de la province du Bas-Congo. La pose ou l'érection des dodanes relève de l'État congolais, nous dit ici Valemanga. L'érection des dodanes avec de l'argile sur la RN1, la nationale numéro 1, est très visible sur l'axe ou sur le tronçon entre Matadi, Boma et Moine. En fait, c'est un besoin qui ne dit pas son nom, juste pour les agglomérations traversées par cette route nationale où les conducteurs font de la vitesse. Et il faut prendre ça avec deux volets. Le premier volet, c'est celui de la sécurité routière, mais le second volet, c'est le volet ayant trait à la commercialisation de leurs produits agricoles, c'est-à-dire ralentir un véhicule pour qu'ils puissent offrir leurs produits. Mais la réaction de la Commission nationale de prévention routière dans ce domaine est claire et nette. Les dodanes ne peuvent servir de sécurité routière que construits par la Commission nationale de prévention routière qui connaît la vitesse limite supérieure où les conducteurs sont en train de pratiquer et aussi à l'entrée comme à la sortie de certaines agglomérations. Mais la pose inappropriée ou encore la pose désordonnée de ces dodanes en argile doit nécessairement être donc, je demande à la population qui a besoin bien sûr de la sécurité routière, mais de s'en tenir qu'à la Commission nationale de prévention routière, puisque tous les dodanes ne se posent pas en désordre, mais ça se fait accompagner d'un panneau qui indique aux conducteurs qu'il y a un dodan. Sinon, il y aura des tonneaux, il y aura des véhicules qui vont se renverser et il y aura mort d'hommes. Donc, il faut que tous ces besoins soient canalisés vers le ministère des Transports et Voies de Communication, c'est-à-dire via la Commission nationale de prévention routière. Valemanga, le président de la Commission nationale de prévention routière, des propos recueillis par Myriam Boketchou. Parlons santé à présent. Choléra dans la province du Sud Kivu, l'épidémie en voie d'être maîtrisée. C'est le ministre provincial de la Santé qui l'affirme. Dr Nash Mwanza indique que des cas de choléra ont diminué sensiblement, surtout à Bukavu, capitale de la province, et la ville la plus touchée par cette épidémie. On l'écoute. La situation tend c'est à la baisse. Les choses diminuent à Bukavu. À la semaine 49, nous avions enregistré 150 cas de choléra à Bukavu avec 2 décès. Mais à la semaine 50, nous venons d'enregistrer 49 cas sans décès. Et à Minova, nous avions enregistré à la semaine 48, 41 cas. Et à la semaine 49, nous avons eu 23 cas. Et à la semaine 50, nous sommes à 24 cas. Le gouverneur a déclaré l'épidémie de choléra dans la province. Et cette déclaration a permis la mobilisation de tous les partenaires, mais également la sensibilisation de la population. Et dans la sensibilisation de la population, nous avons rappelé la population de pouvoir recourir aux mesures d'hygiène les plus élémentaires, et notamment le lavage des mains au savon après les toilettes et avant de manger,
les lavages des fruits et légumes avant de les consommer, et puis la consommation des aliments bien conservés, mais également donc il fallait qu'on puisse bouillir l'eau, mais aussi utiliser l'eau traitée au niveau des puisages avec la chloration. Une deuxième chose qui a été faite, c'est l'organisation des centres de traitement de choléra, notamment pour Bukavu et pour chaque zone de santé. Il y a eu un centre qui a été organisé et qui a pris en charge assez rapidement les cas de choléra, ce qui a permis à ce qu'on ne puisse pas favoriser la dispersion des cas. Est-ce que la population suit de près toutes ces mesures édictées? Pour la plupart, ils suivent, surtout pour ce qui est de Bukavu. Je crois que nous avons vu la population rapidement suivre les instructions données et nous croyons que ça doit continuer à se faire dans d'autres zones de santé. Le dossier. L'Organisation mondiale de la santé plaide pour un nouvel élan en faveur de la lutte contre le paludisme. L'OMS a lancé récemment un appel à un financement durable pour venir en aide aux plus de 3 milliards de personnes dans le monde qui sont à risque de contracter le paludisme. Peggy Wabino. En effet, si les efforts déployés pour combattre et éliminer cette maladie ont permis de sauver 3,3 millions de vies depuis 2000 et de réduire de 45% le taux de mortalité dans le monde et de 49% celui en Afrique, l'édition 2013 du rapport sur le paludisme conclut à la nécessité de faire davantage. Les progrès remarquables accomplis contre le paludisme sont encore fragiles, provient l'OMS qui estime qu'au cours de 10 à 15 prochaines années, le monde aura besoin d'outils et de techniques innovantes ainsi que d'approches stratégique pour pérenniser et accélérer les progrès. Réaction du professeur Jean-Marie Kaembe, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il estime qu'un financement supplémentaire permettra de faire avancer la recherche. C'est un élan tout à fait, j'allais dire patriotique, mais plutôt humanitaire. Humanitaire dans ce sens que le paludisme allant de pair avec la pauvreté, avec des conditions d'hygiène précaires, touche davantage les populations les plus démunies du globe, celles qui ont le plus besoin de la solidarité commune. Demander des dons supplémentaires dans le domaine aidera, quoi qu'il en soit, la recherche dans le domaine, la lutte devant être contre le microbe du paludisme, mais également l'assainissement du milieu pour une lutte contre le vecteur qui reste ici l'anophèle. Donc je pense que c'est un élan tout à fait normal de la part de l'OMS, qui est comme le gendarme en ce qui concerne la santé à travers le monde. L'OMS élabore actuellement une stratégie technique mondiale pour combattre et éliminer le paludisme sur la période 2016-2025, ainsi qu'un plan mondial pour juguler et éliminer le plasmodium, parasite responsable de la malaria. Sachez que le financement international de la lutte antipaludique est passé de moins de 100 milliards de dollars en 2000 à près de 2 milliards en 2012, auquel s'ajoute le financement national d'un montant d'environ 1 demi-milliard pour cette même année. Cela ne représente toutefois que la moitié des 5,1 milliards nécessaires chaque année pour parvenir à l'accès universel aux différentes interventions. Faute de financement suffisant et prévisible, les progrès sont également menacés par l'émergence de la résistance parasitaire à l'artémisinine, la composante essentielle des combinaisons thérapeutiques à la base d'artémisinine, et de la résistance des moustiques aux insecticides. Page santé avec Peggy Wabino que nous remercions. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Actualité en dehors de la République démocratique du Congo avec vous, Cynthia Lusamba. Bonjour. Bonjour Eric Ambadou. On commence par le Congo voisin pour parler de l'explosion de Pila dans cette partie du continent. Le domicile d'un colonel a été attaqué par l'armée congolaise. Le colonel Marcel Ntsuru était le numéro 2 des services de renseignement du pays, mais il a été limogé après sa mise en cause dans l'explosion du dépôt de munitions de Pila en mars 2012. Le gouvernement reproche au colonel Marcel Ntsuru d'être impliqué dans un complot en faisant exploser ses munitions, des faits qu'il a toujours niés. On parle de limogeage au Congo-Brazzaville, on parle aussi limogeage en République centrafricaine. 3 ministres ont été limogés. Il s'agit du ministre de la Sécurité publique, des Finances et du Budget et de l'Élevage. Ils ont été limogés dimanche, jour où l'archevêque catholique de Bangui, très respecté en Centrafrique, a
appelé à la réconciliation, citant Nelson Mandela en exemple. Le directeur du Trésor public et de la comptabilité publique a été également limogé. Selon une instruction présidentielle, tous les mouvements sur les différents comptes du Trésor public sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Enfin, au Mali, le second tour des élections législatives s'est tenu hier dimanche. Un vote essentiel pour le pays puisqu'il marque le retour du pays à l'ordre constitutionnel et démocratique après le coup d'État de mars 2012 et la longue période de transition qui avait suivi. Il faut dire aussi que ces législatives permettront de redessiner le paysage politique malien en confortant le parti présidentiel ou en rééquilibrant les forces. Mais ce scrutin n'a pas mobilisé les électeurs. Le dépouillement a déjà commencé. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Cynthia Lusamba, merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel, dossier subordination des témoins dans le cadre du procès Jean-Pierre Bemba Gambo. Les avocats des principaux prévenus se préparent à demander une mise en liberté provisoire en attendant la comparution prévue au mois d'avril 2014. Top Congo FM. Gouvernement de cohésion nationale, l'opposition s'impatiente. La majorité appelle, elle, à la patience. Le chef de l'État va respecter sa promesse. Top Congo FM. Eugène Diomine Dongala, toujours en détention. Ses proches se disent préoccupés par son état de santé. Vous avez suivi son épouse dans cette édition d'information. Top Congo FM. L'épidémie de choléra dans le Sud Kivu en voie d'être maîtrisée. Le ministre provincial de la Santé publique affirme que des cas diminuent sensiblement, surtout à Bukavu, la ville la plus touchée. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de Miguel Mena. Merci à Peggy Abeno, Cynthia Lusamba, Cécile Gomba et Myriam Boketu qui nous aident dans la rédaction. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.be. C'était le journal proposé par iBurst Africa, Internet sérieux. 3 moyens. Il existe 3 moyens de se protéger du sida. Abstinence, préservatif et bonne fidélité. Message du PNMLS, Programme National Multi